Et pour la suite de cette matinée qui a très très bien commencé tout à l'heure grâce à Estelle Blanquet, que je remercie, et à tous ces intervenants. Alors on continue avec une table ronde centrée véritablement sur le thème de ces utopiales, puisque en fait le titre de cette table ronde aurait pu, à un moment donné, dans certaines versions préparatoires, ça je le dis en tant que délégué artistique, aurait pu être le titre du festival. Véritablement ça a été envisagé. On aurait pu l'appeler ce festival Utopie verte pour cette année. Donc on est vraiment sur une table ronde qui en plus joue à fond la carte de la parité. 2 Français, 2 Belges, 2 architectes, 2 universitaires. Et donc on va essayer à la fois du côté de la recherche et du côté de la construction, de la vision, à la fois du côté de l'imaginaire et puis du côté de la réflexion, de vous proposer une analyse complète et enlever dynamique de ces utopies vertes. Est-ce que véritablement la revanche de l'utopie est devant nous? Est-ce que véritablement l'utopie est le signe de notre marche vers le futur? Et ce futur sera-t-il vert? Alors je présente mes intervenants. Tout à fait à ma gauche, Yannick Rumpala, qui est politiste, spécialiste de développement durable et des politiques publiques liées au développement durable, chercheur à l'Université de Nice, également auteur d'une magnifique postface dans le dernier recueil de Thomas Day, 7 secondes pour devenir un aigle. Et puis également très fin connaisseur, comme vous l'avez pu l'entendre hier peut-être, de l'œuvre de Yann Banks. À côté, est-il nécessaire de le présenter, Luc Skeuten, architecte belge, très connu pour son travail justement à forte dimension utopique, travaille sur des cités chlorophylles, des cités vertes, Archiborescence, c'est le nom de son site, c'est aussi le nom de son travail. Il va venir il nous a fait le cadeau d'ailleurs de venir avec une présentation de ses œuvres qu'il commentera pour nous aussi durant cette table ronde. Et puis, juste à côté de moi, l'un des invités, ou peut-être, on va dire l'invité principal, l'invité le plus éminent aussi de cette programmation, Vincent Calbeau. Vincent Calbeau, c'est un architecte belge qui vit à Paris, extrêmement doué, extrêmement visionnaire, et qui a fait l'exposition que vous avez ici en entrant aux Utopiales, l'exposition qu'on a appelée les cités fertiles, avec son accord. Et il est, Vincent, d'une certaine manière, l'incarnation de l'équilibre, peut-être l'équilibre parfait, mais la perfection est assez immobiliste. Alors je préfère un équilibre en construction entre le réalisme et l'utopie. Vincent nous propose des utopies réalisables à plus ou moins court terme et plutôt dominées d'ailleurs elles aussi par la couleur verte. Je propose aussi dans cette table ronde de ne pas faire d'irénisme, de ne pas faire de candeur et de ne pas voir uniquement, pendant l'heure qui nous est impartie, uniquement les aspects positifs des utopies vertes. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on voit aussi peut-être la face cachée, l'ombre derrière le vert, le côté argenté de la feuille. On dit que la feuille de l'olivier est verte d'un côté, argentée de l'autre. Et le côté peut-être aussi trompeur d'une certaine idéologie verte qui serait systématisée, sachant que toutes les utopies dans leur histoire sont des utopies toujours fondées sur une idée, voire une idéologie. Alors merci à vous trois d'être présents. La première chose pour commencer, tout simplement, je vais peut-être commencer par Luc Skeuten, et on va pouvoir montrer ce qu'il nous a amené. Le vert, c'est une couleur dominante dans ton œuvre. L'utopie verte, tu en es peut-être même l'un des précurseurs. Aujourd'hui on en parle beaucoup, mais toi ça fait longtemps déjà que tu as mis le vert au centre de l'utopie. Alors est-ce que aujourd'hui, après toutes ces années déjà d'expérimentation, est-ce que le vert reste désormais et définitivement la couleur du bonheur et la couleur de l'utopie? Peut-être pour commencer, on peut lancer l'image de la régie. Voilà. Oui, peut-être la première réflexion, c'est de se dire qu'il y a une sorte d'évidence quand on parle de végétal, de vivant, d'utiliser la couleur verte. Bien souvent, je me suis amusé, c'est pas le cas dans ce qu'on voit ici, mais à montrer des cités végétales vertes avec d'autres couleurs que le vert. Parce que c'est tellement convenu que c'est parfois intéressant de changer d'optique et de parfois travailler en bleu et jaune, par exemple, qui mélangés font du vert, bien entendu.
quand on les sépare, c'est encore un autre effet. Et pour répondre à cette question, le principal, c'est de commencer par dire quel est l'objectif de ce travail. On parle énormément du futur, actuellement de plus en plus avec des images, avec des idées excessivement anxiogènes, en montrant le pire qui pourrait nous arriver. Moi, ça me fait très fort flipper, ça, de se dire que la seule perspective d'avenir que l'on a est aussi négative. Alors, à force de nous dire cela, ça décourage complètement les gens et ça n'est certainement pas motivant pour essayer de voir qu'il y a d'autres possibilités. C'est certainement une des principales raisons du travail que j'ai réalisé, c'est d'essayer de faire l'exercice de se dire, mais si c'est pas le pire qui arrive, si c'est le meilleur, à quoi ça pourrait-il ressembler? Pas que je pense qu'il va nous arriver le meilleur, mais simplement visualiser ça. Dire, si on fait les bons choix au bon moment, à quoi peut-on espérer arriver un jour? Je vais prendre la télécommande pour pouvoir passer les images un instant. Voilà. Donc, cette idée est pour moi importante de partir d'abord de ce que nous avons d'existant, dire que imaginer un futur à partir de rien me semble pas tellement réaliste. Pour moi, le développement durable, être efficace par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous pouvons devenir, c'est essayer de faire ce parcours vers quelque chose de complètement différent qui nous propose un monde existant qui mute progressivement vers l'intégration du vivant en tant que matériau de construction. Ici, vous voyez des images de ce que pourrait être une ville telle que celle que nous connaissons ici et ailleurs en Europe, avec des bâtiments qui n'ont pas été rasés, mais qui se sont vus maintenant complétés par des nouvelles structures, par une sorte de peau. J'aime beaucoup ce mot peau parce que ça évoque le vivant, puis ça respire, ça transpire, ça crée, on reste en relation avec son environnement. Et j'ai imaginé que les toitures pourraient devenir des sortes de promenades vertes qui permettraient de se déplacer dans la ville en ayant accès à l'horizon, à des jardins collectifs qui permettent une autre manière de se déplacer, mais surtout trouver une qualité de vie dans la ville qu'on a du mal à trouver et à l'imaginer aujourd'hui. Alors, ces villes que je dessine, j'essaie d'y mettre les éléments qui nous manquent le plus. Ce lien avec notre nourriture. Vous savez, les villes ont depuis tout temps été excessivement résistantes à beaucoup de choses parce qu'elles étaient en grande autonomie. Actuellement, nous avons une autonomie alimentaire dans nos villes d'une semaine maximum. Ce qui veut dire que quand on se trouve face à un gros problème, les circulations ne se passent plus, les voitures, les camions ne roulent plus, on n'a plus à manger. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus à manger dans la ville? Ça devient vraiment grave. Donc j'ai imaginé qu'on pourrait facilement transformer nos villes actuelles sans énorme changement en des apports alimentaires. Faire des toitures potagères avec des vergers, des poulaillers, avoir des serres, toutes sortes de choses qui permettraient d'avoir un complément alimentaire. Ça ne veut pas dire simplement qu'on peut vivre en complète autonomie, mais en tout cas en grande partie. Ça, c'est la ville résiliente. Mais ici, un dessin de Nantes qui a été fait pour une exposition précédente, mais qui montre ce que pourrait être cette ville d'ici 100 ans. C'est un dessin que vous devez connaître, mais que je vous montre en rappel de ce qui a été fait précédemment. Le même exercice sur Lyon, où toutes ces toitures sont connectées et deviennent des sortes de réseaux qui permettent de communiquer à un autre rythme. Mais dans une atmosphère où toujours on a gardé une grande partie de ce qui est existant, où on l'a fait muter vers autre chose. Ces grandes barres d'habitation excessivement systématiques, très géométriques, sont devenues des choses beaucoup
plus vivante, où chacun a pu ajouter différents éléments qui permettent d'intégrer quelque chose qui est plus relié à la vie. J'ai appelé ça des sortes de greffons, de modification des espaces existants, mais des choses beaucoup plus axées sur l'intégration d'éléments qu'on va prendre dans le vivant. Parce que finalement, si on regarde les ressources que la planète a, d'ici une centaine d'années, la plupart des matériaux de construction que nous utilisons aujourd'hui auront disparu. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus d'aluminium, quand on n'a plus de zinc, quand on n'a plus de fer, ou de moins en moins, pour pouvoir continuer à construire avec une civilisation industrielle? Je pense qu'il est temps maintenant d'imaginer ce qu'on peut faire avec le seul matériau qui est complètement inépuisable sur la planète. C'est tout ce qui provient du vivant. Un arbre, c'est une merveille dans la manière dont il se développe, et il a besoin pour ça uniquement d'énergie solaire, de nutriments dans le sol et d'autres pluies. Et à partir de là, on a des structures magnifiques. Donc on peut très bien imaginer des villes entières qui partent d'éléments qui ont poussé et qui donnent des formes d'habitation qui sont refermées après cette structure portante par des membranes transparentes, translucides, qui captent l'énergie solaire, qui la stockent, qui s'isolent en même temps du froid, toutes sortes de choses qui peuvent être imaginées à partir simplement d'organismes. Merci Luc, merci pour cette belle présentation. C'est un joli cadeau qui vous fait en plus de venir avec la présentation de ces œuvres principales. Merci aussi pour la clarté de l'explication. Donc l'utopie verte, c'est une utopie du futur proche, une utopie en construction et qui va, si j'ai bien suivi, dans la réintroduction de la matière vivante dans la construction. Ce qui me fait un lien tout à fait clair avec l'œuvre de Vincent. Donc Vincent, ce que tu nous présentes ici, les cités fertiles, est-ce que ce sont des cités végétales proches de celles de Luc? Est-ce qu'il y a une différence fondamentale dans ton travail? Ou est-ce que vous avez la même conviction que l'utopie se construit, je dirais, pratiquement étape par étape, du toit, des fondations jusqu'au toit? Donc, je suis belge et architecte, tout comme Luc Schuiten, qui est une figure très importante en Belgique de l'architecture végétale et de l'architecture écologique, qui fait suite historiquement aussi à l'architecture Art Nouveau de Bruxelles, qui était la première architecture de Victor Horta, de Paul Anka, à s'inspirer des formes de la nature. Et depuis maintenant un siècle, on essaye de ne plus simplement s'inspirer des formes de la nature, mais véritablement de s'inspirer des process pour construire des cités végétales, des cités fertiles, des cités arborescentes, qui s'inspirent des structures de la nature, mais également de ces process pour transformer la vie en un écosystème qui puisse générer sa propre énergie et recycler ses propres déchets. La vie devient donc métabolique, la vie devient donc fertile, la vie devient donc nourricière.